Salut, c'est Cassus de ton Vroli. On poursuit, on continue la suite de ces lectures de chapitres des souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski. Et là, on arrive au chapitre 9, Isaïe Fomitch, les étuves, histoire de Baklouchine. Noël approchait. Les détenus attendaient les fêtes avec une sorte de solennité. Et en les regardant, je ne pouvais m'empêcher d'attendre comme eux quelque chose d'extraordinaire. 4 jours avant les fêtes, on nous envoya aux étuves. De mon temps, surtout pendant la première année, les détenus, il y allait rarement. Tous se réjouirent et commencèrent leurs préparatifs. On devait s'y rendre l'après-midi et à cette occasion, on nous avait exemptés de corvée. On devait s'y rendre l'après-midi et à cette occasion, on nous avait exemptés de corvée. Dans notre chambrée, nul ne se réjouissait, nul ne s'affairait plus qu'Isaïe Fomitch, Baumstein, le forçat juif dont j'ai parlé au chapitre 4. Il aimait à transpirer jusqu'à l'hébétement, jusqu'à la pâmoison. Chaque fois qu'aujourd'hui, je fouille dans mes vieux souvenirs, quand j'évoque les étuves, elles en valent la peine. Au premier plan du tableau apparaît aussitôt le visage du digne, de l'inoubliable Isaïe, mon camarade de bagne et mon voisin de chambrée. Seigneur, quel inérable grotesque c'était. J'ai dit quelques mots de son aspect. 50 ans, débile, ridé, avec d'affreux stigmates sur le front et les joues, maigre, maladif, un corps de poulet tout blanc. Son visage exprimait un perpétuel contentement de soi, une suffisance qui frisait la béatitude. Il ne semblait pas regretter son sort. Comme il était bijoutier de son état et que la ville n'en avait pas d'autre, il ne cessait de travailler pour les fonctionnaires et même pour des particuliers, ce qui malgré tout lui rapportait quelques sous. Il ne manquait de rien, il ne manquait de rien, il ne manquait de rien, vivait même richement, sans dépenser néanmoins tout son argent, qu'il prêtait à usure à tout le bagne. Il possédait son samovar, un bon matelas, des tasses, un couvert. Loin de le rogner, les juifs de la ville lui accordaient leur protection. Le samedi, il allait sous escorte au service de la synagogue, ainsi que la loi l'autorise. Il prenait ses aises avec impatience d'avoir fini ses 12 ans pour se marier. Il formait un mélange comique de naïveté, de bêtise, de ruse, d'impertinence, de simplicité, de timidité, de vantardise et d'impudence. J'étais fort surpris de voir que les forçats ne le tournaient pas en ridicule. Ils le taquinaient de temps en temps pour rire un peu. Isaïe Fomitch leur servait de distraction perpétuelle. On n'a que celui-là, laissez-le tranquille, disait-il. Quoiqu'il comprît fort bien ce qu'il en était, Isaïe Fomitch se rengorgeait aussitôt, et rien ne pouvait amuser davantage les détenus.
Il avait fait son entrée au bagne de la façon la plus comique. Cela eut lieu avant mon arrivée, mais on me le raconta. Un beau soir, à l'heure du repos, le bruit se répandit soudain qu'on avait amené un youpin au corps de garde, qu'on le rasait et qu'il allait apparaître. Le bagne ne comptait alors aucun juif. Les détenus qui attendaient avec impatience l'entourèrent dès qu'ils parurent sur le seuil. Le sous-officier le conduisit à la prison civile et lui montra sa place sur le bas-flanc. Isaïe Fomitch portait un sac qui contenait ses effets d'uniforme et les siens propres. Il posa le sac, monta sur le bas-flanc et s'assit, les jambes repliées, sans oser lever les yeux sur personne. Autour de lui, les forçats se pâmaient de rire en plaisantant sur sa race. Tout à coup, tout à coup, un jeune détenu qui tenait à la main un pantalon d'été vieux, sale, déchiré, rapiécé de guenilles. Tout à coup, un jeune détenu qui tenait à la main un pantalon d'été vieux, sale, déchiré, rapiécé de guenilles, se faufila à travers la foule, prit place à côté d'Isaïe Fomitch et lui frappa sur l'épaule. Ah mon bon ami, voilà 6 ans que je t'attends. Regarde-moi ça. Combien que tu m'en donnes? Et il étala sa loque devant lui. Dès qu'il vit le gage qu'on lui présentait, Isaïe Fomitch, jusqu'alors intimidé au point de n'oser souffler mot ni lever les yeux sur la foule des visages moqueurs mutilés et effrayants massés devant lui, Isaïe Fomitch tressaillit brusquement et se mit à palper la loque de ses doigts agiles. Il la considéra à la lumière. Tous attendaient ce qu'il allait dire. Tu vas bien sûr pas pouvoir prêter un rouble là-dessus. Et pourtant ça les vaut, continua l'emprunteur en indiquant d'un clignement d'œil Isaïe Fomitch. Un rouble sûr que non, mais 7 kopecks, y a moyen. Telle fut la première parole d'Isaïe Fomitch. Tout le monde pouffa. 7 kopecks? Bon, donne-les toujours. Mais tu sais, soigne bien mon gage. Tu m'en répands sur ta tête. Avec 3 kopecks d'intérêt, ça fera 10 kopecks, continua le juif vaillant d'une voix saccadée et tremblante, en plongeant la main dans sa poche et en regardant craintivement les détenus. Il avait affreusement peur, mais il tenait à conclure l'affaire. Ses parents, les 3 kopecks? Non, pas par an, par mois. Tu es rudement dur à la détente, espèce de youtre. Comment t'appelles-tu? Isaïe Fomitch. Eh bien, Isaïe Fomitch, tu feras ton chemin ici, au revoir. Isaïe Fomitch examina encore une fois son gage, le plia et le fourra soigneusement dans son sac, sous les rires continus des forçats. Et en effet, quoi qu'ils fussent, presque tous ces débiteurs, les détenus semblaient tenir à lui. Personne ne l'offensait. D'ailleurs, il n'avait pas plus de rancune qu'un poulet. Quand il vit quel état d'esprit il provoquait, il fanfaronna,
mais avec une bonhomie assez comique pour que personne ne lui en tînt rigueur. Luca, qui avait connu dans son temps beaucoup de juifs, le taquinait souvent, mais sans animosité, seulement pour se distraire, comme on joue avec un roquet, une perruche, un animal savant. Isaïe Fomitch, qui le savait bien, ne s'en formalisait pas et répliquait avec adresse. Attention, Youtre, je vais te rosser. Pour chaque coup, je t'en rends 10, répliquait Isaïe Fomitch crânement. Maudit galeux, si tu veux, rogneux du pain, si tu veux, rogneux, mérisse. J'ai des sous, moi, répliquait Isaïe en zézillant. Vendeur du Christ, si tu veux. Bravo, Isaïe Fomitch. N'y touchez pas, on n'en a qu'un, criaient les détenus. Dis donc, Youtre, tu goûteras au fouet, tu iras en Sibérie. J'y suis d'État. Tu iras plus loin encore. Le bon Dieu, y est-il aussi? Pour ça, oui, il y est. Alors ça va, alors le bon Dieu est assez d'argent et on est bien partout. Bravo, Isaïe Fomitch, tu as du cran, criait-on de nouveau. En dépit des railleries, Isaïe Fomitch continuait de crâner. Les compliments lui causaient tant de satisfaction qu'il se mettait à chantonner par la caserne, d'une voix grêle de soprano. La 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 la, sur un air drôle et stupide. Tant que dura sa détention, il ne chanta que cet air, sans parole. Plus tard, quand il eut fait plus intime connaissance avec moi, il m'assura sur la foi du serment que c'était l'hymne qu'entonnèrent 600 000 Hébreux, du plus jeune au plus âgé, pendant la traversée de la mer Rouge, et que chaque Israélite a l'ordre de le chanter dans les minutes solennelles de triomphe sur l'ennemi. Tous les vendredis soirs, les détenus des autres casernes venaient dans la nôtre voir Isaïe Fomitch célébrer le sabbat. Il était d'une vanité si naïve que cette curiosité générale le flattait beaucoup. Il recouvrait avec une pédanterie, une majesté étudiée sa petite table dans le coin, ouvrait son livre, allumait 2 cierges et marmottant quelques mots mystérieux, revêtait une sorte de chasuble. Il prononçait chajouble. C'était un fourreau bariolé en cotonnade qu'il conservait soigneusement dans son coffre. Il s'attachait au poignet des bracelets de cuir. Il se fixait sur le front, au moyen d'un lacet, une petite boîte qui semblait s'élever sur sa tête comme une corne ridicule. Alors il commençait ses dévotions. Il récitait lentement, poussait des cris, crachait de côté, pirouettait, gesticulait, d'une façon bizarre et comique. En réalité, les prescriptions qu'il observait ne devenaient ridicules que par l'étalage qu'il en faisait et les airs qu'il se donnait. Il se couvrait la tête de ses mains et se mettait à lire d'une voix entrecoupée de sanglots qui allait en s'amplifiant jusqu'au paroxysme. Enfin, comme un bout de force, et presque hurlant, il inclinait sur le livre sa tête couronnée de l'arche. Puis, cessant brusquement ses sanglots saccadés,
Il éclatait de rire et reprenait sa psalmodie d'une voix maintenant triomphante et brisée de bonheur. Il fait du zèle, disaient les détenus. Je demandai un jour à Isaïe Fomitch ce que voulaient exprimer ces sanglots interrompus brusquement par le bonheur triomphal et la félicité. Isaïe Fomitch adorait me voir lui poser de pareilles questions. Il m'expliqua aussitôt que les pleurs et les sanglots étaient provoqués par la ruine de Jérusalem, et que pour cette cause, la loi ordonnait de gémir et de se frapper la poitrine aussi fort que l'on peut. Mais à la minute même du plus violent désespoir, lui, Isaïe Fomitch, devenait tout à coup, comme inconsciemment, ce tout à coup est aussi prescrit par la loi, se rappeler qu'une prophétie promet le retour des enfants d'Israël à Jérusalem. Il devait alors manifester sa joie par des chants et des rires, donner à sa voix une information de vive allégresse, une intonation de vive allégresse, et à son visage une expression de solennité. Ce changement soudain, cette obligation indispensable, ravissait Fomitch. Ce changement soudain, cette obligation indispensable, ravissait Isaïe Fomitch. Il les voyait un tour particulièrement ingénieux. Il m'expliquait avec un immense orgueil cette prescription subtile de la loi. Un jour, au moment le plus pathétique de sa prière, le major entra dans la chambrée en compagnie de l'officier de garde et des soldats d'escorte. Tandis que les détenus se figeaient en garde à vous devant le bas-flanc, Isaïe Fomitch continuait, en accentuant ses cris et ses gestes. Tandis que les détenus se figèrent au garde-à-vous devant le bas-flanc, Isaïe Fomitch continuait, en les accentuant ses cris et ses gestes. Comme le règlement autorisait ces exercices de piété, il savait qu'il ne risquait absolument rien en continuant de hurler. Mais ce qui l'enchantait par-dessus tout, c'était d'avoir le droit de se démener et de parader ainsi sous les yeux du major. Celui-ci s'approcha à un pas de distance. Isaïe Fomitch tourna le dos à sa table devant l'officier, entonnant en gesticulant son hymne triomphal. Comme sa religion lui prescrivait d'avoir à cette minute une expression de noblesse et de bonheur parfait, il s'y confirma aussitôt, clignant de l'œil, riant et hochant la tête du côté du major. Celui-ci, d'abord interloqué, finit par éclater de rire, le traita d'idiot et passa outre, tandis qu'Isaïe Fomitch reprenait ses cris de triomphe. Une heure plus tard, pendant qu'il soupait, je lui demandais et si le major, dans sa sottise, s'était fâché contre vous. Quel major? Comment quel major? Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Non. Voyons, il était à 2 pieds de vous, droit sous votre nez. Mais Isaïe Fomitch m'assura de la façon la plus formelle qu'il n'avait nullement aperçu le major. Ces exercices spirituels le plongeaient dans une sorte d'extase, où il ne voyait ni n'entendait plus rien de ce qui se passait autour de lui.
Je vois encore Isaïe Fomitch traîner le samedi son désœuvrement par toute aile de la forteresse. Je vois encore Isaïe Fomitch traîner le samedi son désœuvrement par toute la forteresse en s'appliquant à ne rien faire selon les prescriptions de la loi pour le jour du Shabbat. Quelles anecdotes impossibles il me contait quand il rentrait de la synagogue. Quelles nouvelles, quel bruit absurde il me rapportait sur Saint-Pétersbourg. Certains que ses coreligionnaires tendres certains, pardon, que ses coreligionnaires tenaient de première, mais, pardon, quelles anecdotes impossibles il me contait quand il rentrait de la synagogue. Quelles nouvelles, quel bruit absurde il me rapportait sur Saint-Pétersbourg. Certains que ses coreligionnaires tenaient de première main tout ce qu'il lui racontait. Mais laissons là Isaïe Fomitch. La ville ne possédait que deux établissements de bains. L'un tenu par un juif et réservé aux notables avait des cabines de 50 kopecks. L'autre destiné au bas peuple était sale, délabré et manquait de place. C'est là qu'on nous conduisit par un temps de gel ensoleillé. Les détenus se réjouissaient déjà à l'idée de sortir de la maison de force et de regarder la ville. Ainsi, les plaisanteries et les rires ne cessèrent-ils point de tout le chemin. Un gros peloton de soldats nous escortait, le fusil chargé, à l'étonnement de toute la ville. Une fois aux étuves, on nous sépara aussitôt en deux groupes. Vu l'étroitesse du lieu, l'un attendait dans le vestibule glacial, tandis que l'autre se lavait. Malgré cela, la salle est si exiguë qu'on se demandait comment la moitié de nos gens y trouveraient place. Mais Petrov ne me lâcha pas. Sans attendre mon consentement, il bondit à mon aide et m'offrit même de me frotter. Son exemple fut suivi par un autre forçat de la section spéciale, Baklouchine, qu'on appelait le pionnier, et qui reste gravé en mon souvenir comme le plus gai et le plus agréable des détenus. Nous avions déjà fait connaissance. Petrov m'aida même à me dévêtir, car manquant d'habitude, j'allais trop lentement et il faisait dans l'antichambre presque aussi froid que dans la cour. Un détenu novice éprouve en effet une grande difficulté à se déshabiller seul. D'abord, il s'agit de détacher vivement les boucles qui retiennent les chaînes. Ces boucles sont faites avec des courroies de 17 cm de long. On les porte par-dessus le linge, juste sous l'anneau de fer qui encercle la jambe. Bien qu'une paire de ces courroies coûte 60 kopecks, chaque forçat s'en procurera son compte, car autrement il sera impossible de marcher. L'anneau de la chaîne ne sert pas trop. On peut passer le doigt entre le fer et la peau, mais le fer battant contre la jambe finit par l'entamer. Si bien qu'au bout d'une journée, un forçat qui ne porte pas de courroie a une plaie vive due à ce frottement. Au reste, la difficulté n'est pas d'ôter les courroies, elle commence avec le caleçon pris sous l'anneau. Là, il faut de la prestidigitation. Là, il faut de la prestidigitation. Après avoir retiré, disons, le canon gauche, on doit le faire passer entre l'anneau de la jambe, puis la jambe libre.
ramener le canon en arrière dans l'anneau et manœuvrer à travers l'anneau pour le canon droit, puis faire glisser tout le caleçon d'arrière en avant dans l'anneau droit. C'est la même histoire pour revêtir son linge propre. Un novice ne démêle pas comment il faut s'y prendre. Le premier qui nous l'enseigna fut, à Tobolsk, le forçat Koraniev, cet ancien chef de brigand qui avait passé 5 ans à la chaîne. Une fois l'habitude prise, on s'en tire sans difficulté. Je donnais à Petrov quelques kopecks pour acheter du savon et le petit torchon de tille dont on se frotte. On nous distribuait bien un morceau de savon à chacun, mais grand comme une pièce de 2 sous, et mince comme les lamelles de fromage qu'on sort dans les collations chez les gens de maigre fortune. On vendait du savon dans l'antichambre même, ainsi que de l'hydromel, des croissants et de l'eau bouillante. D'après les conventions passées avec le tenancier, chaque forçat avait droit à un banquet d'eau chaude. Celui qui tenait à se nettoyer plus à fond pouvait pour 2 kopecks en procurer un second baquet que l'on faisait passer dans l'étuve par une lucarne pratiquée à cet effet entre l'antichambre et la salle de bain. Après m'avoir déshabillé, Petrov me prit sous le bras en me faisant remarquer qu'il m'était difficile de marcher avec mes fers. Tirez-les en haut, sur les mollets, me dit-il. En me soutenant comme une gouvernante son élève. Tirez-les en haut, sur les mollets, me dit-il, en me soutenant comme une gouvernante son élève. Et ici, attention au seuil. J'étais assez honteux de tant de prévenance et j'aurais bien voulu montrer à Petrov que je pouvais marcher seul. Mais il ne m'aurait pas cru. Il me témoignait des égards que l'on se croit obligé d'avoir pour un enfant trop jeune et maladroit. Petrov n'avait rien à domestique et ne cherchait pas à l'être. Si je l'avais offensé, il aurait su comment agir avec moi. Je ne lui avais absolument rien promis pour ses services, et lui ne me demanda rien. Qu'est-ce qui lui inspirait de tant de sollicitude? Quand nous ouvrîmes la porte de l'étuve, je crus pénétrer en enfer. Imaginez une salle de 12 pas de long et autant de large, où se tenaient à la fois, sinon une centaine d'hommes, tout au moins 80, puisque nous étions 200 divisés en 2 groupes. La vapeur nous aveuglait, la suie, la boue, le manque de place étaient tels qu'on ne savait où poser le pied. Tout effrayé, je voulus reculer, mais Petrov nous rassura aussitôt. Avec une difficulté inouïe, nous nous faufilâmes jusqu'aux banquettes en enjambant les têtes des forçats assis en bas, à qui nous demandions de se baisser pour nous permettre de passer. Mais toutes les places étaient occupées. Petrov m'expliqua que je devais m'en acheter une et entra aussitôt en marchandage avec un détenu assis à côté de la lucarne. Pour 1 kopek, celui-ci céda sa place, s'empara vivant de la pièce que Petrov tenait serrée dans sa main en prévision, et glissa aussitôt juste au-dessous de moi, dans l'ombre et la saleté. Bien qu'il y eût au moins un demi-pouce de moisi, on y grouillait également.
Il n'y avait pas sur le sol un espace libre de la largeur de la paume. Des forçats accroupis, des forçats accroupis faisaient jaillir sur eux l'eau de leur baquet. D'aucuns debout entre ceux-ci tenaient leur baquet d'une main et s'aspergeaient de l'autre. L'eau sale qui coulait le long de leur corps tombait directement sur les têtes rasées penchées au-dessous. Les gradins qui accédaient aux banquettes étaient couverts d'autres forçats qui, recroquevillés et ramassés sur eux-mêmes, s'aspergeaient de leur mieux. Mais on se lavait peu. Mais on se lavait peu. L'homme du peuple n'abuse ni d'eau chaude ni de savon. Il s'ingénie à suer effroyablement, après quoi il s'inonde d'eau froide, ce qui représente sa façon de prendre un bain. Sur la banquette, les balais de boulot se baissaient et se relevaient en cadence. Une cinquantaine de forçats se fustigeaient les uns les autres jusqu'à l'épuisement. La vapeur augmentait de minute en minute. On n'était plus dans une chaufferie, on n'était plus dans une chaufferie, mais dans une fournaise. Tous braillaient, tous hurlaient, parmi les grincements de la ferraille qui raclaient le plancher. En voulant passer, certains accrochaient leurs chaînes à d'autres chaînes, se heurtaient aux têtes de ceux qui étaient déjà accroupis au-dessous d'eux, tombaient, juraient, entraînaient dans leur chute ceux auxquels ils s'étaient cramponnés. L'eau sale giclait de partout. Les forçats éprouvaient une sorte d'ivresse, une étrange griserie. Les hurlements, les cris se croisaient. À la lucarne de l'antichambre, où l'on passait l'eau chaude, la cohue était plus dense encore. On y jurait, on s'y bousculait effroyablement. Avant d'arriver à destination, l'eau chaude se répandait sur la tête de ceux qui étaient accroupis par terre. De temps en temps, à la fenêtre ou par la porte entr'ouverte, un soldat barbu, tenant son fusil d'une main, regardait s'il ne se passait rien d'anormal. Les têtes rasées et les corps rouges de sueur semblaient encore plus monstrueux. Sur les dos amollis par la vapeur, les cicatrices des coups de baguette ressortaient avec une telle netteté qu'on les aurait crues meurtries de frais. Abominables cicatrices. J'avais la chair de poule, rien qu'à les regarder. Cependant, on augmenta encore la chaleur et une vapeur épaisse remplit d'un nuage brûlant toutes les tuves. Chacun glousse et chacun pousse des clameurs. Parmi la buée apparaissent des échines couturées, des têtes rasées, des raccourcis de mains crochues et de jambes cagneuses. Pour compléter le tableau, Isaïe Fomitch braille à pleine gorge du haut du banc le plus élevé. Il transpire jusqu'à défaillir, mais aucune chaleur ne lui semble assez bouillante. Pour un kopek, il s'est payé un frotteur. Mais celui-ci, n'en pouvant plus, jette son balai et court s'inonder d'eau froide. Isaïe Fomitch ne se laisse pas décourager. Il en engage un deuxième, un troisième. Il ne regarde pas à la dépense, il va jusqu'à 5 frotteurs. Ça fait du bien de suer, hein, ça rajeunit, hein, Isaïe Fomitch, lui crièrent les forçats d'en dessous. Isaïe Fomitch se sent à cette minute supérieur à tous. Il enfonce les forçats.
Il se rengorge, et d'une voix falote et criarde, le voilà qui glapit un la assez fort pour couvrir toutes les autres voix. Il me vint à l'esprit que si nous devions un jour nous retrouver tous ensemble en enfer, cela rappellerait fort le lieu où nous nous trouvions. Je ne pus m'empêcher de le dire à Petrov, mais il ne fit que regarder autour de lui sans répondre. Je voulus lui payer une place à côté de moi. Il s'installa à mes pieds et déclara qu'il s'y trouvait très bien. Baklouchine, cependant, nous achetait de l'eau et nous l'apportait à mesure. Petrov m'annonça qu'il allait me laver des pieds à la tête de façon à me rendre tout à fait propre. Petrov m'annonça qu'il allait me laver des pieds à la tête de façon à me rendre tout à fait propre, et m'engagea de force à transpirer, ce dont je n'avais nulle envie. Puis il me savonna tout entier. Et maintenant c'est le tour de vos petons, fit-il. J'aurais voulu répondre que je pouvais me laver seul, mais je n'étais plus capable de le contredire et m'abandonnais entièrement à sa volonté. Dans le diminutif de peton, je ne perçus aucune note servile. Petrov ne pouvait tout bonnement pas appeler mes pieds d'un autre nom. Les autres, les vrais hommes, avaient de vrais pieds, tandis que moi... Après m'avoir lavé avec les mêmes cérémonies, c'est-à-dire en me soutenant et en surveillant chacun de mes pas comme si j'étais de porcelaine, il me ramena dans l'antichambre et m'aida à remettre mon linge. Puis, quand il eut complètement fini, il se précipita dans l'étuve pour transpirer à son tour. À notre tour, je lui offris un verre de thé qu'il ne refusa point. L'idée me vint de le régaler d'un peu d'eau de vie. Il s'en trouva dans notre caserne. Petrov s'en montra démesurément heureux. Il lampa la tasse d'un trait, grogna de plaisir, m'annonça que je l'avais ranimé tout à fait, et se précipita vers les cuisines comme si là-bas on ne pouvait rien décider d'important sans lui. Bientôt se présenta un autre visiteur, Baklouchine, le pionnier, que j'avais invité pendant le bain. Je ne connais pas de caractère plus aimable que le sien. À dire vrai, il était assez pointilleux et se querellait souvent. Il n'aimait surtout pas voir les gens se mêler de ses affaires. Bref, il savait se défendre. Mais il ne se fâchait jamais pour longtemps. Chacun semblait l'aimer. Partout où il allait, on l'accueillait avec plaisir. D'ailleurs, il jouissait jusqu'en ville d'une réputation de joyeuserie, toujours de bonne humeur. C'était un grand gars d'une trentaine d'années, au visage ingénu et candide, assez joli, bien que marqué d'une verrue. Il avait le talent de grimacer d'une façon si comique, en contrefaisant le premier venu, qu'on faisait cercle autour de lui et qu'on ne pouvait se défendre de rire.
Il était du nombre des farceurs, mais il ne se laissait pas démonter par nos dégoûtés, ennemis de la joie. Aussi, nul ne lui marchait sur les pieds, nul ne le traitait d'écervelé et de propre à rien. Il débordait de feu et de vie. Dès notre première entrevue, il m'expliqua que, d'enfant de troupe, il était devenu pionnier du génie, que des personnages influents l'avaient aimé remarquer, ce dont il se montrait rétrospectivement très fier. Puis de but en blanc, il m'interrogea sur Saint-Pétersbourg. Il lisait même des livres. Quand il vint prendre le thé avec moi, il commença par faire pouffer toute la chambrée en racontant comment le lieutenant CH avait, le matin même, malmené notre major. Et une fois installé à côté de moi, il m'annonçait avec satisfaction que le spectacle prenait tournure. Les détenus, en effet, projetaient de donner une représentation pour les fêtes. On avait trouvé des acteurs, arrangé un ou deux décors. Quelques personnes de la ville promettaient de prêter des costumes, même pour les rôles de femmes. Par l'entreprise d'un brosseur, on espérait aussi un uniforme d'officier avec des aiguillettes, pourvu que le major ne s'avisa pas de mettre son veto, comme à Noël dernier. Ce diable d'homme n'était pas alors dans son assiette. Il avait perdu au jeu. Puis on avait fait du grabuge dans le bagne. Et de dépit, il avait interdit le spectacle. Mais on espérait que cette fois-ci, il se montrerait plus coulant. Bref, Black Louchine était très excité. On sentait en lui un des principaux instigateurs de la représentation, à laquelle je lui donnais ma parole d'assister. Sa joie naïve me toucha. D'un mot à l'autre, nous causâmes plus à cœur ouvert. Il m'avoua alors n'avoir pas fait tout son service à Saint-Pétersbourg. Une faute quelconque l'avait fait envoyer en garnison à R avec le garde de sous-officier. C'est de là qu'on m'a déporté ici, ajouta-t-il. Pourquoi? Vous ne devinerez jamais, Alexandre Petrovitch, parce que je suis tombé amoureux. Mais voyons, on ne déporte pas encore les amoureux, répliquai-je en riant. C'est vrai, répondit Baklouchine, mais à cause de ça, j'ai tiré un coup de pistolet sur un alboche. Était-ce vraiment la peine de m'envoyer au bagne à cause d'un alboche? Voyons, jugez-en vous-même. Comment ça s'est-il fait? Racontez-le-moi. Ce doit être curieux. Une drôle d'histoire, Alexandre Petrovitch. Tant mieux, racontez. Vous le voulez? Eh bien, écoutez. L'histoire du meurtre que j'entendis était sinon drôle, du moins assez étrange. Voilà comment ça s'est passé, commença Baklouchine. Quand on m'a expédié à R, qu'est-ce que je vois? Une jolie ville, mais trop d'Allemands.
Moi, n'est-ce pas, j'étais encore jeune, j'étais bien noté. Je portais ma toque à la crâne, je me donnais du bon temps, vous comprenez. Je faisais de l'œil aux Allemandes. Il y en avait une qui me plaisait bien, elle s'appelait Louisa. Elles étaient blanchisseuses, elle et sa tante, mais blanchisseuses de fin. La tante était une vieille caricature, mais elle avait de quoi. D'abord, je passais sous la fenêtre en me donnant des airs, et puis on est devenu une paire d'amis. Louisa parlait très bien le russe, en grasseyant un tout petit peu. Et comme elle était gentille, je n'ai jamais rencontré ça pareil. Alors j'ai essayé si je pouvais. Et elle m'a dit, non Sacha, pas ça, je veux garder mon innocence et me marier avec toi. Elle n'arrêtait pas de me caresser et de rire. Un rire si frais. Enfin, n'est-ce pas, une petite fille si mignonne, si proprette qu'elle me plaisait plus que toutes les autres. C'est elle qui voulait le mariage. Et comment lui refuser, dites-moi. Me voilà donc prêt à demander l'autorisation au colonel, mais tout à coup, qu'est-ce que je vois? Louisa, qui manque un rendez-vous, un second, un troisième. Je lui envoie une lettre, pas de réponse, et je pense, qu'est-ce qu'il y a? Si elle me trompait, elle s'arrangerait bien pour répondre à ma lettre, pour venir au rendez-vous. Mais elle ne sait pas dire de mensonge. Elle a tout simplement rompu. Ça doit venir de la tante. Je n'osais pas aller chez la tante. Elle savait bien qu'on se voyait, mais on faisait des cachotteries pour lui faire croire le contraire. J'étais comme un fou. J'ai encore écrit une lettre à Louisa pour lui dire si tu ne viens pas, je vais chez ta tante. Ça lui a fait peur et elle est venue. Alors elle m'a avoué en pleurnichant qu'un alboche, Schultz, qu'on appelait un parent éloigné, un horloger riche et assez vieux, avait envie de l'épouser pour faire son bonheur. Il voulait la rendre heureuse, qu'il disait, tout en ne restant pas sans épouse dans ses vieux jours. Et alors elle me dit, il y a longtemps, que Schultz m'aime, que cette idée le tracasse, mais il n'osait pas en parler. Il s'est tu, il a attendu, tu comprends, Sacha. Mais il est riche, et c'est pour mon bonheur. Tu ne voudrais pas m'empêcher d'être heureuse, dit. Je la regarde, elle pleure, elle m'embrasse, et je me dis qu'après tout, elle a raison. À quoi bon se marier avec un soldat, même avec un sous-off comme moi? Bon, que je dis adieu, Louisa, que le bon Dieu te bénisse. Je ne veux pas t'empêcher d'être heureuse. Comment est-il de sa personne? Bel homme? Non, qu'elle me répond. C'est un vieux avec un long nez. Et elle pouffe de rire. Je la quitte et je pense, allons, ce n'était pas ma destinée. Le lendemain matin, je passe devant la boutique de Schultz. Elle m'avait dit la rue. Je regarde par la vitrine et je vois un Allemand qui gratouille dans une montre. Il a bien 45 ans, un gros nez crochu, des yeux qui sortent, un frac à col droit, d'une hauteur, même d'une hauteur. Pouah, ça m'a fait cracher de dégoût. L'envie m'a pris de lui casser sa vitrine sur la figure. Mais je me suis dit,
À quoi bon? Inutile de faire du chambard. L'affaire est dans l'eau quand même. Je rentre à la caserne à la nuit tombante. Je m'étends sur mon lit de camp, et le croiriez-vous, Alexandre Petrovitch, voilà que je me mets à pleurer. Un jour se passe, puis un autre, puis un troisième. Je ne revois pas Louisa. Pendant ce temps, j'apprends par une amie, une vieille blanchisseuse aussi, que Louisa allait voir quelquefois, que l'Alboche avait eu vent de nos amours et pressait son mariage à cause de ça. Autrement, il pouvait bien attendre encore au moins 2 ans. Pareil qu'il avait fait jurer à Louisa de ne plus me voir. Paraît aussi que la tante et Louisa, il les tenaient dur à cause de moi. Ils n'avaient pas encore tout réfléchi, probablement, pas encore bien fini de se décider. La vieille m'a dit aussi que pour le surlendemain, un dimanche, elles étaient invitées à prendre le café chez lui, avec un autre parent, un vieux, ancien marchand tombé dans la misère, qui était alors surveillant dans un débit. Quand j'ai entendu que le dimanche, l'affaire serait peut-être décidée, j'ai été pris d'une telle rage que je ne savais plus que devenir. Tout ce jour-là et le suivant, je n'ai fait qu'y penser. Je crois bien que j'aurais dévoré tout cru ce bourre d'Alboche. Le dimanche matin, je ne savais pas encore ce que je ferais. Mais aussitôt la messe finie, j'ai enfilé ma capote et je suis parti chez l'Allemand. Je pensais les trouver tous là-bas, mais je ne savais, ma foi, pas trop pourquoi j'y allais, ni ce que j'allais leur dégoiser. À tout hasard, j'avais pris mon pistolet dans ma poche. Un petit pistolet avec un chien de l'ancien système, dont tout gamin, je me servais déjà. Il ne valait plus rien. Je l'ai chargé quand même parce que, n'est-ce pas, je me disais, on va me chasser, on va être grossier. Alors moi, je sortirai mon joujou et je leur ferai peur. J'entre dans la cambuse. Personne. Ils sont dans l'arrière-boutique tout seuls, sans domestique. Le bonhomme n'avait pas pour le servir qu'une Allemande. Le bonhomme n'avait pour le servir qu'une Allemande qui faisait sa cuisine. Je traverse le magasin, je me heurte à une porte fermée, une sale vieille porte qui tenait par un crochet. Le cœur me bat, je m'arrête, j'écoute. Il parle allemand. De toutes mes forces, j'envoie un coup de pied dans la porte, et la porte s'ouvre. Je vois la table mise, et dessus, une grande cafetière, et le café qui chauffe sur une lampe à esprit de vin. Il y avait des biscuits sur un plateau, un flacon d'eau de vie, des harengs, du saucisson, et encore une bouteille de je ne sais trop quel vin. Louisa et sa tante, toutes les deux, sur leur 31, étaient assises sur le canapé. En face d'elle, sur une chaise, l'Alboche, le fiancé, bien peigné, avec son frac à col qui grimpait en l'air. Au coin de la table, un autre Allemand, un gros vieux tout gris, qui se tenait quoi. J'entre. Louisa devient blanche, comme un lynche. La tante sursaute et se rassied. L'Alboche fronce le sourcil. L'air pas content, il se lève et s'avance vers moi. Qu'est-ce que vous désirez, le militaire, qu'il fait? J'avais de quoi être confus, mais la colère me donnait du toupet.
Ce que je désire, que tu me reçoives et que tu me verses à boire. Je suis venu en visite. L'Allemand réfléchit et dit asseyez-vous. Je m'assois et je dis allons, verse à boire. Voilà de l'eau de vie qu'il marmotte. Buvez, je vous en prie. Oui, mais que je dis, est-ce de la bonne au moins? La moutarde me montait au nez à ce moment-là. C'est de la bonne. Ça me faisait bouillir, n'est-ce pas, qu'il me toise de haut. Et le pire, vous comprenez, c'était de voir Louisa me regarder. J'avale mon verre et je dis, pas de grossièreté, d'Alboche. Tu vas faire amitié avec moi. Je suis venu pour ça. Je ne peux pas devenir votre ami, qu'il répond. Vous n'êtes qu'un militaire. Alors la rage m'a empoigné. Bougre de, ma- bougre de mannequin, bougre de mannequin que je lui fais. Bougre de bouffe saucisse. Tu ne sais pas qu'en ce moment, je peux faire de toi ce qui me plaît. Tu vois ce pistolet? As-tu envie que je te casse la tête avec? Et voilà que je sors mon pistolet, que je le braque sur lui en pleine figure, d'un geste résolu. Les autres regardaient plus morts que vifs. Ils n'osaient plus souffler. Le vieux tremblait comme une feuille sans piper mot, tout pâle. L'Allant, n'est-ce pas, a été plutôt surpris, mais il s'est quand même repris assez vite. Je n'ai pas peur de vous, qu'il dit, et je vous prie, si vous êtes un homme bien élevé, de cesser tout de suite cette plaisanterie. Je n'ai pas peur de vous du tout. Tu manques, je réponds, tu as peur. Et de vrai, il n'osait pas bouger la tête de sous le pistolet. Il ne remuait pas plus qu'une mouche. Non, qu'il dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et pourquoi est-ce que donc je n'ai pas le droit? Parce que ça vous est défendu et que vous seriez bigrement puni. Que le diable emporte cette bourrique d'Alboche. S'il ne m'avait pas fait sortir de mes gonds, il serait encore de ce monde. C'est la discussion qui a tout amené. Ah, tu crois ça que je dis? Tu crois que j'ose pas? Non, j'ose pas. Vous n'osez absolument pas le faire. Eh bien alors, tiens, bouffe saucisson, voilà pour toi. Mon coup part et mon bonhomme dégringole de sa chaise tandis que les autres se mettent à brailler. J'ai empoché mon pistolet et pris la poudre d'escampette. En arrivant à la caserne, je l'ai jeté dans les orties, près de l'entrée. Je rentre, je m'étends sur mon lit de camp et je me dis on va m'empoigner. Une heure passe, une autre, rien. La nuit tombait déjà, quand le chagrin m'a pris. La nuit tombait déjà, quand le chagrin m'a pris. Un tel chagrin que je suis parti. Je voulais voir Louisa tout de suite. Je passe à côté de l'horlogerie, j'aperçois un tas de monde et la police. Je demande à la vieille d'appeler Louisa. J'attends un tout petit peu, et voilà ma Louisa qui vient. Elle se jette à mon cou, elle pleure. C'est moi la coupable, qu'elle dit, parce que j'ai écouté ma tante.
Elle me raconte aussi que tout de suite, après la scène, sa tante était rentrée chez elle, effrayée en être malade, incapable de dire un mot. Elle n'a rien voulu raconter à personne. Elle n'a rien voulu raconter à personne. Et elle m'a fait jurer de me taire tant elle avait peur. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront. Personne ne nous a vus tantôt. Il avait renvoyé sa servante parce qu'il la craignait. Elle lui aurait arraché les yeux si elle avait su qu'il voulait se marier avec moi. Les ouvriers non plus n'étaient pas là. Ils les avaient tous éloignés. C'est lui qui a préparé le café et la collation. Quant aux vieux parents, il s'est tu toute sa vie, il se taira encore. Quand l'affaire est arrivée, il a pris son chapeau, il est parti sans un mot. Les choses se sont passées justement comme ça. Pendant une quinzaine de jours, personne ne m'a arrêté, personne ne m'a soupçonné, et pendant tout ce temps, croyez-le, ne le croyez pas, Alexandre Petrovitch, je n'ai jamais été si heureux. Je voyais Louisa tous les jours, et comme elle m'aimait, elle pleurait, elle disait, là où on t'enverra, j'irai, je quitterai tout pour toi. Déjà, je pensais en finir avec l'existence, tant elle me faisait de la peine. Mais après ces 2 belles semaines, on m'a arrêté. Le vieux et la tante s'étaient entendus pour me dénoncer. Attendez, Baklouchine, interrompis-je. Une affaire de ce genre pouvait vous valoir de 10 à 12 ans au plus, et dans la section civile encore. Cependant, vous voilà dans l'autre. Comment cela se fait-il? Ça, c'est une autre paire de manches. Quand j'ai passé un conseil de guerre, le capitaine rapporteur m'a dit des gros mots. Mais voyez-vous, j'ai pas pu endurer ça, et je lui ai crié, qu'est-ce qui te prend de m'insulter comme ça? Où te crois-tu donc? Tu ne vois peut-être pas le miroir de justice qui est là devant toi, bougre d'animal. Cette histoire-là, on me l'a collée avec la première, et ça m'a valu 4000 coups de verge, plus la section spéciale. Mais quand on m'a emmené pour subir ma peine, le capitaine était là aussi. Moi, j'ai reçu des verges. Et lui, on l'a dégradé et envoyé au Caucase comme simple soldat. À bientôt, Alexandre Petrovitch. Venez voir notre spectacle.